Salut, c'est Johan de Podcast Science. Saviez-vous que si vous faites un don de plus de 10 000 € à l'Union Astronomique Internationale, il est possible de nommer une étoile à votre nom? Non, je rigole, c'est pas vrai. Par contre, si vous donnez seulement 1 € ou plus sur le Patreon, Tipeee ou Utip de Podcast Science, vous ferez partie du firmament de nos donateurs. Si vous en avez la possibilité, bien sûr. Vos dons nous permettent de développer notre podcast et d'organiser des émissions en public. À bientôt! Vous n'avez probablement pas raté la nouvelle l'année dernière, entre deux flash infos sur la remontée épidémique du Covid en France, le 21 décembre 2021 s'ouvrait une nouvelle page de l'histoire de l'observation spatiale, avec le lancement du plus grand et du plus ambitieux télescope spatial jamais réalisé, le James Webb Telescope. En juillet cet été, la première image a été rendue publique, suscitant l'émoi de la communauté spatiale et de tous les spatiophiles, cosmophiles ou astrophiles du monde. Comme on sait que vous, poditeurs et poditrices, appréciez également l'espace, c'est Johan qui vous propose ce soir de vous dévoiler tous les secrets derrière ce télescope fantastique. Nous sommes le mercredi 21 septembre 2022, vous écoutez l'épisode 476 de la 13e saison de Podcast Science, bienvenue à tous et à toutes. Et on reprend les traditions en introduisant ce dossier par notre tour de table, puisque ce soir, nous avons Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Nous avons Pascal depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Cléora depuis Perduville ou presque. Salut à tous. Johan depuis Paris. Salut! Et moi-même depuis Strasbourg. Bonsoir à tous. Donc je vous propose, sans transition, de donner la parole à Johan pour nous parler du télescope. Alors, le 25 décembre 2021, j'ai interrompu mon neveu et ma nièce alors qu'ils étaient encore en pyjama au pied du sapin en train de monter fébrilement leur Lego Ninjago qu'ils venaient de recevoir, pour leur proposer de regarder un truc à la télé. Un lancement de fusée. « C'est la fusée du Père Noël ?» a demandé mon neveu. Exactement, pour des milliers d'astronomes à travers le monde, ce lancement c'était effectivement un peu la fusée du Père Noël, le lancement du télescope spatial Webb, attendu depuis plus de 10 ans. Le lancement s'est parfaitement bien passé et vous avez sans doute vu ou entendu les nouvelles de ce nouveau télescope depuis quelques mois. Alors que les premières images et les résultats scientifiques associés commencent à sortir, je voudrais un peu revenir sur la jeunesse du télescope spatial et ce qu'il va nous apporter. Et en fait, pour parler de l'origine de ce télescope, il faut parler un petit peu de son prédécesseur. Et ce prédécesseur, donc, c'est Hubble, dont vous avez peut-être déjà entendu parler aussi, et sur lequel j'avais fait un épisode en avril 2015, donc c'était l'épisode 216, à l'occasion des 25 ans du télescope Hubble. Rappelez-vous, c'était il y a 7 ans et demi. Le 24 avril 1990, la navette spatiale Discovery a mis en orbite le télescope spatial Hubble. 25 ans plus tard, nous nous sommes habitués à sa présence. Nous avons tous vu ces images incroyables, en faisant l'un des instruments scientifiques les plus connus du grand public, tout domaine confondu. Mais avec quelques 12 700 papiers scientifiques qu'il a engendrés, il est aussi l'un des plus productifs. Télescope polyvalent aux performances extraordinaires, Hubble a permis d'énormes avancements dans la plupart des domaines de l'astronomie, des objets proches de notre système solaire aux galaxies les plus éloignées connues à ce jour. Ce soir, Johan, notre astrophysicien préféré, nous emmène dans les étoiles et va nous raconter toute l'histoire par le menu. Nous sommes le mardi 28 avril 2015, vous êtes sur Podcast Science et c'est l'épisode 216, dont les propriétés sont un cube, je crois. Bonsoir et bienvenue. J'ai un peu passé cet extrait pour faire plaisir à nos auditeurs les plus anciens. Ils ont reconnu Alan, notre fondateur, notre générique un peu agressif, et ils se rappelleront les origines suisses du podcast, car comme le dit Alan, le télescope Hubble a bien été lancé en 91 et non pas en 91. Et la raison pour laquelle j'ai passé cet extrait, c'est parce qu'en fait les origines du télescope Webb et Hubble, c'est quasiment identique, car il s'agit de télescopes spatiaux tous les deux. Et depuis le début, ils ont été pensés pour être complémentaires.
Ils sont tous les deux spatiaux, donc ils échappent à l'atmosphère et aux problèmes de l'atmosphère. Et les problèmes apportés par l'atmosphère sont de deux ordres. Le premier, c'est la résolution optique. L'atmosphère vous empêche de voir des petits objets, des détails fins. Donc plutôt de vous répéter ce que j'avais dit à l'époque, je vais plutôt vous passer des courts extraits de cet épisode pour vous donner envie d'aller explorer nos archives. Donc la personne que vous devez absolument retenir pour avoir porté à bout de bras ce télescope tout le long de son histoire, c'est Lyman Spitzer. Donc en 1946, ce jeune physicien américain, il décrit dans un papier, dès 1946, les deux principaux avantages d'un télescope spatial. Donc quels sont-ils ? Dans un premier temps, la résolution angulaire. J'en avais déjà parlé dans mon émission sur les télescopes, donc c'était une de mes premières émissions, il y a un peu plus d'un an, je pense. Donc rapidement pour les nouveaux, on va parler de résolution angulaire pour désigner l'angle minimum que va détecter un appareil optique et qui va lui permettre de séparer deux points. Ainsi, l'œil humain peut détecter un angle de 1 minute d'arc environ, ce qui fait que il peut séparer deux points séparés de 1 mm s'ils sont situés à 3 mètres. Ou encore, il peut séparer, par exemple, deux points séparés de 100 km sur la Lune. C'est le même angle de vision. D'ailleurs, il n'y était pas quand j'ai fait l'article l'année dernière, mais il y a un petit jeu sur Wikipédia sur l'article pouvoir de résolution. On prend 3 fois la même image, de plus en plus pixelisée, donc avec des résolutions numériques différentes. Et en s'éloignant, en fait, on regarde à quel moment on voit la même image à partir de ces choses-là. Et donc, ça va nous donner à partir de quel moment on a un pouvoir de résolution. Donc, on va pouvoir calculer notre pouvoir de résolution comme ça. Donc, à partir de quand on arrive à distinguer les pixels de l'image la plus pixelisée. Et du coup, ça va nous donner cette information. Comme notre œil, donc les télescopes ont aussi une résolution angulaire qui dépend linéairement de la taille de leur miroir principal. Ainsi, un télescope 2 fois plus grand permettra de séparer, pour des objets situés à une même distance de nous, deux objets 2 fois plus rapprochés l'un de l'autre. Le problème, c'est que l'atmosphère ici vient tout gâcher. Elle va brouiller les images de ces points, les images, et elle va fortement diminuer la résolution d'un télescope pour la ramener de toute façon à celle d'un télescope de 30 cm de diamètre. Ce problème a été traité sur Terre grâce à l'optique adaptative. Donc là, je ne vais pas revenir du tout dessus, mais vous pouvez aller voir mon dossier où j'en avais parlé l'année dernière. Et qui, en fait, ironiquement, a été rendu techniquement possible à peu près au début des années 90, donc quand Hubble a été lancé. Mais en 1946, donc c'est complètement impossible. Donc c'est un vrai problème. Donc comment augmenter la résolution ? Vous avez quand même compris ce que c'est que la résolution angulaire au lieu d'écouter ma voix de téléphone ? Pas vraiment. Tu peux réexpliquer ? Attends. Il a dit qu'il réexpliquait pas. Il faut aller voir les... Non, mais... Oui, donc la personne que vous devez absolument retenir... Je peux répéter si tu veux. Non, c'est bon. Vas-y, continue. Donc la résolution angulaire, c'est le pouvoir de séparation qu'on peut avoir. Donc c'est la façon dont on peut séparer deux détails qui sont très éloignés. Et du coup, plus le télescope est grand, plus on peut détecter de détails. Mais l'atmosphère a un problème, va créer un problème avec ça, elle va détruire la résolution angulaire. Du coup, vous pouvez avoir un très grand télescope, au sol, il va souvent être assez limité. Donc c'est pour ça qu'on envoie des télescopes dans l'espace. Cet avantage de quitter l'atmosphère est tout aussi valable pour Webb et d'ailleurs pour tous les télescopes spatiaux. En fait, comme on va le voir plus tard, on pense à fabriquer Webb à peu près au même moment que Hubble, avec des résultats complémentaires. Donc Hubble observe principalement dans le visible et l'infrarouge, et Webb, lui, a pris le parti d'aller principalement là où Hubble ne voit pas, l'infrarouge moyen. Et ce que je dis pas dans l'extrait, c'est que la résolution spatiale est dépendante aussi de la fréquence. Du coup, pour obtenir une résolution comparable, il faut que Webb soit beaucoup plus grand que Hubble. Ce qui explique que Webb fasse 6 mètres 50, là où Hubble ne faisait que 2 mètres 40, donc presque 3 fois plus grand. Donc les instruments de Webb qui observent dans les mêmes fréquences que Hubble, et il y en a peu, mais il y en a, mais ils ont donc une résolution 3 fois meilleure, ce qui explique les images un peu plus nettes que de galaxies, de nébuleuses que vous avez pu voir. Mais l'avantage principal de Webb, c'est les instruments qui observent dans des fréquences différentes, plus loin dans l'infrarouge, et qui, elles, du coup, ont une résolution comparable à Hubble, mais avec des endroits où on ne pouvait pas obtenir avant. Et le second problème de l'atmosphère, c'est qu'elle bloque une partie de la lumière. Et puis de toute façon, donc même si on arrive maintenant à faire ça, il reste l'autre avantage de l'espace, c'est accéder à la lumière qui ne nous parvient pas sur Terre. En effet, l'atmosphère,
arrête une grande partie de la lumière qui arrive de l'espace. Par exemple, les ultraviolets sont en grande partie stoppés par l'atmosphère. Un autre problème qui est très proche, c'est si par exemple vous voulez détecter de l'eau sur certains objets. La seule façon de détecter de l'eau, c'est de regarder l'objet et de prendre de son spectre, c'est-à-dire les variations de sa lumière à différents endroits pour différentes longueurs d'onde, à différents endroits de son spectre lumineux, et regarder s'il présente des raies caractéristiques, donc des trous dans le spectre, des endroits où on a beaucoup moins de lumière, dû à l'absorption de l'eau. C'est-à-dire que l'eau, on sait qu'elle absorbe certaines lumières et pas d'autres, et du coup, si vous observez ces traits caractéristiques, vous pouvez détecter de l'eau. Le problème, c'est que si vous faites ça depuis la Terre, il y a de grandes chances que vous trouviez de l'eau un peu partout, parce qu'en fait, l'atmosphère est gorgée d'eau. Du coup, elle va créer elle-même ces raies-là, et va absorber la lumière elle-même à cet endroit-là. Du coup, si vous cherchez à détecter la lumière à un autre endroit que sur une autre planète, c'est très difficile à le faire depuis la Terre. Et donc là, c'est exactement aussi le cas pour Webb, et c'est même encore pire pour Webb, parce que Webb permet d'accéder à de la lumière qui est encore plus difficile à voir depuis la Terre, ce qu'on appelle l'infrarouge thermique. Alors pourquoi thermique? Donc tous les objets qu'on a autour de nous émettent de la lumière à une certaine fréquence. Nos yeux ont évolué pour être plus efficaces autour de la fréquence où émet au maximum le Soleil. Donc ce qu'on voit, ce qu'on appelle le visible, c'est en fait le maximum d'émissions du Soleil. Mais plus un objet est froid, plus il va émettre à une longueur d'onde lointaine dans l'infrarouge. C'est comme ça que fonctionnent les lunettes infrarouges dans les films d'espionnage ou alors les caméras infrarouges dans les films d'horreur. C'est ce qui permet du coup ce qui permet cette observation, c'est justement que vous allez observer à une fréquence où les objets et les personnes brillent. Mais bien sûr, les objets se comportent pas du tout de la même façon à cette fréquence plus élevée. Par exemple, il n'est pas possible de regarder à travers une fenêtre avec une caméra infrarouge. En effet, dans le visible, la fenêtre qui est relativement froide, elle émet pas de lumière, et donc elle transmet toute la lumière qui lui arrive. Mais dans l'infrarouge, la fenêtre devient elle-même émettrice de lumière, et donc on voit plus au travers. C'est exactement comme si on essayait de regarder à l'œil nu à travers du verre en fusion. À travers du verre en fusion, on verra pas parce qu'en fait le verre deviendrait émetteur. Et donc là c'est pareil, mais on a changé la longueur d'onde, du coup le verre même froid devient émetteur. Si les verres émettent, il est plus possible de voir à travers. Et c'est ce qui arrive dans l'infrarouge depuis le sol de la Terre. Il est très difficile de voir à travers l'atmosphère, car à cette fréquence, l'atmosphère, comme une fenêtre, devient émetteur, et le ciel devient lui-même brillant. C'est l'avantage principal de Webb, sortir de l'atmosphère pour l'empêcher de briller. Mais c'est pas seulement l'atmosphère qui brille, c'est tout le télescope en fait. Avec une caméra infrarouge, votre détecteur, tout le télescope devient très brillant. Il s'auto-aveugle. Du coup, parce que tous les objets deviennent brillants à cette fréquence-là. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour réussir à observer quand même? Est-ce que vous avez une idée? Refroidir? Oui, exactement. Donc, on va refroidir le télescope. Plus on refroidit, plus l'objet va émettre loin dans l'infrarouge, et donc plus on va être tranquille là où on veut regarder à la longueur d'onde, à la fréquence où on veut observer. Si on regarde dans le visible, un détecteur à 20 degrés nous gêne pas trop. Si on veut dans le proche infrarouge, on va refroidir souvent la caméra à quelques moins 10, moins 20 degrés. Donc par exemple dans mon laboratoire, on refroidit les caméras à moins 40 degrés pour être tranquille. Mais si vous regardez dans l'infrarouge moyen, il faut repousser la fréquence d'émission des détecteurs encore plus loin et donc la refroidir encore plus. C'est à ça que servent les grands panneaux solaires orange. Enfin justement, c'est pas des panneaux solaires, parce qu'il y a dessous JWST, les grands panneaux orange. En fait, c'est des sortes de couvertures de survie qui permettent d'éviter que le télescope ne se réchauffe à cause du soleil. C'est des boucliers thermiques en fait qui permettent de réchauffer, de refroidir passivement l'instrument. Grâce à ce refroidissement passif, on arrive à amener le télescope à environ moins 236 degrés Celsius. Et à ces refroidisseurs passifs, on ajoute des refroidisseurs mécaniques pour encore pousser le refroidissement plus loin, en particulier pour l'instrument MIRI, donc l'instrument MIRI qui veut dire Mid-Infrared Instrument, qui est le plus froid et qu'on a porté à moins 266 degrés Celsius. Donc en fait, Hubble, c'est un gros frigo qu'on a emmené dans l'espace. Voilà. Et revenons maintenant du coup à l'historique du télescope lui-même, avant de repartir sur la science. Donc la route fut assez longue pour Spitzer, donc la personne qui
qui a passé donc une grande partie de sa carrière à essayer de faire que ce télescope spatial devienne une réalité. D'ailleurs, entre parenthèses, on lui a rendu hommage car maintenant un autre satellite spatial, qui d'ailleurs maintenant je crois a fini sa mission, s'appelle Spitzer. Donc le télescope spatial Spitzer qui a rendu hommage donc à ce scientifique qui a évolué sa carrière à ce que Hubble devienne une réalité. Donc en effet, donc quand il le propose, donc au début des années 50, fin des années 40, le coût est très prohibitif et les défis techniques sont des freins très importants. Et même au sein de la communauté scientifique, en fait, les gens sont assez disputés à savoir est-ce qu'on met autant d'argent dans un même panier ? Est-ce qu'on veut pas faire plusieurs, parce qu'avec l'argent de Hubble, on peut faire plusieurs télescopes terrestres. Donc ça veut dire mettre un peu tous ses œufs dans le même panier. Mais donc en 1968, la NASA commence à développer des plans fermes pour un projet de télescope spatial de 3 mètres, donc à l'époque, appelé le Large Space Telescope, LST, prévu pour 79. Donc j'avais dit à l'époque que le projet Spitzer d'ailleurs avait été arrêté, mais en fait il n'était pas arrêté à l'époque, mais il est arrêté maintenant. Il a été arrêté en 2020, Spitzer, voilà. Et ce qui est intéressant donc là, c'est que vous voyez, c'est qu'on avait rendu hommage donc au papa de Hubble, à la personne qui avait poussé Hubble, Spitzer, qui donc on lui avait rendu hommage en appelant un télescope à son nom. Et Hubble d'ailleurs est aussi un télescope nommé d'après un astronome, le grand Edwin Hubble, qui a découvert les galaxies et dont je parlais dans l'épisode précédent. On peut aussi citer le télescope Herschel, d'après l'astronome Herschel, ou alors le futur télescope de la NASA, celui qui décollera en 2026 et qui s'appelle le Nancy Grace Roman Space Telescope, d'après une grande astronome américaine qui a été très importante dans le développement de Hubble et des télescopes spatiaux en général, qui nous a quittés en 2018, et donc qui s'appelle Nancy Roman et qu'on appelle souvent la maman de Hubble. Bon, et alors du coup, ça nous amène à la question de James Webb, qui est-il ? Eh ben, il y a un peu de controverse ici. Parce que Webb n'est pas un astronome. Il s'agit d'un homme politique, un démocrate, proche de Kennedy et Johnson. Donc il a été secrétaire adjoint aux affaires étrangères juste après la Seconde Guerre mondiale, et puis au budget. Mais la raison pour laquelle il est reconnu à travers ce télescope, c'est qu'il a dirigé la NASA pendant toutes les années 60, c'est-à-dire durant les années critiques pour le programme Apollo. Donc il part de la NASA au moment du changement d'administration quand Nixon gagne les élections en 1968, et donc il dirige plus vraiment la NASA au moment de l'alunissage en lui-même en 69. Mais effectivement, il a porté la NASA durant cette période critique de l'histoire de la NASA. Et donc en 2002, je crois, il a été décidé que les télescopes de la NASA s'appelleraient le James Webb, ce qui a fait un petit peu grincer des dents parce que beaucoup d'astronomes auraient préféré un scientifique par un homme politique. Mais là où la politique a particulièrement enflé, c'est que bien que Webb est un administrateur talentueux, il a aussi des tâches sur son parcours qui nous paraissent vraiment gênantes 60 ans plus tard. En effet, on lui reproche son rôle dans ce qu'on a appelé la peur lavande, Lavender Scare, qui est une période associée au macartisme dans les années 50, où on a viré des centaines d'homosexuels, hommes et femmes de l'administration américaine. Et donc l'argument était, donc le macartisme qui était la chasse aux communistes dans l'administration et dans la société américaine, et là l'argument était que les homosexuels, c'était tellement infamant à l'époque d'être homosexuel que les communistes pouvaient s'en servir pour faire chanter les personnes sur cette base et ainsi corrompre les fonctionnaires. Et donc en suivant cette logique un peu vicieuse, il a été décidé d'en virer plusieurs centaines de façon préventive en fait. Et aussi bien durant son passage au budget qu'à la NASA, donc James Webb a été en charge dans des périodes où des homosexuels ont été virés pour ce seul motif. Et donc la question demeure de son investissement personnel dans ces licenciements et qui a agité la communauté avec plusieurs pétitions d'astronomes qui ont demandé à ce que le télescope change de nom. La NASA a annoncé après enquête en 2021 qu'il n'y avait pas de preuves nécessitant un changement de nom du télescope, mais la polémique n'est pas tout à fait finie. Par exemple, dans le papier qui a publié la première image d'une exoplanète par Webb, auquel j'ai participé, le premier auteur a tenu à ajouter à la fin du papier qu'il reconnaissait l'impact significatif qui a été causé aux membres de la communauté LGBTQIA+, au département du budget et de la NASA, alors qu'ils étaient sous la direction de James Webb à ce moment-là, dans les années 60. Voilà, donc, mais reprenons sur Hubble.
En 79, c'est un peu ambitieux et le projet va prendre du retard et dépasser son budget. Donc on va passer d'un miroir de 3 mètres à un miroir de 2,4 mètres, donc il y a le miroir actuel. Et le lancement de ce qui est devenu entre-temps le Hubble Space Telescope, donc HST, est finalement prévu pour octobre 1986. Cependant, donc en janvier de cette année, donc en janvier 86, la navette Challenger explose au décollage, tuant 7 astronautes et mettant en pause les lancements. Donc Hubble, qui est quasiment prêt à ce moment-là, est stocké dans une immense salle blanche. Donc une salle blanche, c'est une salle extrêmement propre, où on enlève toute la poussière pour éviter qu'elle ne se dépose sur les optiques ou à l'intérieur des électroniques. Et le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher, parce que donc Hubble fait la taille d'un bus. Donc vous avez quelque chose qui fait la taille d'un bus, donc qui est stocké pendant 4 ans dans une salle extrêmement propre, qui coûte environ 6 milliards de dollars par mois. 6 millions de dollars par mois, pardon. Donc le projet, initialement estimé à 400 millions, donc dans les début des années 70, va finalement arriver à taper le 2,5 milliards de dollars le jour où il est envoyé. Donc il y a 25 ans, le 24 avril 1990. Alors juste un petit détail, Johan, sur ce que tu disais du coup du passé. La salle blanche, c'est surtout en fait pour aussi éliminer toute contamination. En fait, c'est une salle blanche. Enfin, au JPL particulièrement, ils ont vraiment des gros traitements biologiques, bon, qui bien sûr sont sur ce qu'on peut détecter, de la vie, parce que en fait on s'est rendu compte qu'on envoie quand même des trucs dans l'espace, des bactéries résistantes, même au traitement salle blanche, mais même depuis les années 70, en fait c'était déjà quelque chose qu'ils avaient en tête, d'essayer de décontaminer au maximum. Effectivement, oui. Enfin, ça, c'est plutôt pour les atterrisseurs, parce que je pense qu'on n'a pas trop de problèmes enfin, en tout cas pour Hubble qui est en orbite terrestre, il n'y a pas forcément de problème à aller mettre des bactéries là-haut, vu qu'on a des humains qui sont là-haut. Enfin, il y a quand même une idée de pas non plus envoyer, parce que tu vois, t'as toutes les questions de panspermie, des choses comme ça, tu vois, donc. Ouais, mais c'est plus. Je suis d'accord avec toi pour les atterrisseurs. Et après, les salles blanches sont pour le coup. Ouais, c'est plus. Est-ce que tu peux expliquer panspermie pour les auditeurs qui connaissent pas ce mot? Donc panspermie, c'est l'idée que en fait la vie sur Terre serait venue en fait d'une autre planète par des bactéries en fait qui se baladeraient dans l'espace et qui du coup sur des très longues périodes pourraient retomber sur d'autres astres et du coup essaimer la vie comme ça. Oui, ça c'est quelque chose effectivement que voire même une comète ou un astéroïde, puisqu'on trouve des acides aminés, donc la question c'est jusqu'où c'est allé, même sur un simple astéroïde en fait. Okay. Après, c'est, enfin, les personnes qui travaillent en salle blanche sont pas, enfin, tu mets une, comment on appelle ça, une charlotte, mais c'est pas des conditions qui peuvent empêcher non plus. Tu te laves pas les mains. Enfin, t'es moins protégé qu'un chirurgien quand tu vas travailler dans une salle blanche. Les salles blanches actuellement, enfin moi j'ai un ami qui travaille au JPL dans la salle blanche et ils ont une combinaison, une charlotte, un masque, des gants et c'est des combinaisons scellées au niveau des poignets. Donc c'est quand même, enfin t'étais pas en scaphandre comme dans un P4 pour, tu vois, pour Ebola, mais mais c'est quand même assez drastique. Voilà. Du coup, voilà. Donc les missions sont faites en salle blanche et là où je voulais en venir, c'est que du coup, bah ça coûte particulièrement cher effectivement de stocker les choses dans les salles blanches. Et le coût en fait de Hubble a coûté quelques 2,5 milliards le jour du lancement. Et c'est aussi le cas d'ailleurs pour James Webb. Et c'est un autre sujet sensible pour Webb. On a beaucoup reproché son retard. En effet, initialement, l'étude de faisabilité au niveau des années 90 parle d'un télescope de 8 mètres de diamètre qu'il serait possible de faire relativement peu cher et relativement rapidement. Et en 98, il est budgété à 1 milliard de dollars pour un départ en 2007.
Mais le télescope va accumuler les retards et les dépassements de budget au point de devenir un peu une honte pour la NASA, quelque chose qui lui porte beaucoup de dommages. La construction commence seulement en 2008 et il est estimé à ce moment à 5 milliards de dollars pour un départ en 2014. Et finalement, il a décollé en 2021 après avoir coûté presque 10 milliards. Donc une partie de ces retards et de ces surcoûts sont dus à la communauté astro, sans aucun doute, qui, pour vendre le télescope aux hommes politiques un peu frileux, a tendance à enjoliver la mission en faisant des hypothèses très optimistes sur les coûts et les délais. Mais le problème avec ça, c'est qu'après, plus personne ne croit à ce qui est annoncé, et du coup, ça devient beaucoup plus difficile pour les suivants de budgéter quelque chose qui est de crédible. Une autre partie est sans aucun doute aussi à des problèmes d'administration à la NASA et chez les contracteurs privés qui s'engageaient sur des deadlines absolument intenables, et alors qu'ils auraient dû l'annoncer dès le début. Donc il faut aussi noter que c'est pas une mission américaine, c'est aussi un effort joint de l'Europe, des États-Unis et du Canada. La participation principale de l'Europe, ça a été le décollage. Donc le James Webb a décollé avec une fusée Ariane depuis Kourou en décembre dernier. Mais aussi, par exemple, l'instrument MIRI dont je vous parlais tout à l'heure, et a été en partie construit à Paris et en partie construit à l'Observatoire de Paris. Pour finir sur une note un peu plus scientifique, parlons des futurs résultats que l'on attend avec Webb. Donc on commence tout juste parce qu'en fait l'alignement a eu lieu au début de l'été, et les premières observations ont lieu durant l'été, avec les premiers papiers qui viennent à peine de sortir. Il y a un mois et demi, c'est les premiers papiers qui sortent. Donc là, on est vraiment au tout début des résultats de Hubble. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que là où Webb va être assez incroyable, c'est donc pour l'étude des galaxies, c'est des étoiles, c'est qu'il ne voit pas les étoiles. Donc c'est un peu de provocation quand je dis ça, parce qu'en fait les étoiles sont bien là aussi, mais comme je l'ai dit, son positionnement dans les fréquences de l'infrarouge lui donne une image bien différente de ce qu'on voit avec Hubble et de ce qu'on voit à l'œil nu. En effet, à ces longueurs d'onde, tous les objets un peu plus froids que les étoiles ressortent rapidement. Donc ça va être par exemple la poussière dans les galaxies. Si on observe des images, compare des images de la même galaxie prises par Hubble et par James Webb, Hubble va seulement voir les étoiles, alors que James Webb va voir d'autres choses dans les galaxies, et en particulier toute la poussière et le gaz qui est dans les galaxies. Donc c'est une image complémentaire qu'on apprend sur les galaxies qu'on apprend avec Hubble. On a aussi accès aux galaxies les plus éloignées, qui sont très très froides et rouges, et qu'on détecte en quelques minutes avec Webb, alors qu'il fallait des heures pour Hubble. On a déjà publié à la fin de l'été l'une des plus anciennes galaxies jamais observées. Enfin, ancienne, l'une des plus jeunes aussi. Enfin, un peu des deux à la fois. Donc en fait, comme vous le savez, la lumière parcourt l'univers à une vitesse finie, environ 300 000 km/s. Et donc la galaxie GLASS Z13, qui a été publiée au début du mois, est à 13,5 milliards d'années. C'est-à-dire que la lumière a mis 13,5 milliards d'années pour nous parvenir depuis cette galaxie-là. Or, l'univers a 13,8 milliards d'années. Donc ça veut dire qu'en fait, la galaxie qu'on observe, en fait, elle a émis sa lumière à environ 300 millions d'années après le Big Bang. Et donc en fait, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est très vieille, parce qu'en fait, par exemple, la Voie lactée, elle a 13 milliards d'années, donc c'est comparable à cette galaxie-là. Ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'en fait, c'est qu'au moment où on l'observe, elle est très jeune. Ce qu'en fait, on voit, c'est une image de genèse d'une galaxie prise il y a 13,5 milliards d'années. Ça se trouve, en fait, la galaxie qu'on observe n'existe même plus, elle a été peut-être absorbée par une autre galaxie depuis. Donc en fait, c'est surtout une galaxie très jeune, et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Et pour finir, du coup, je voulais vous parler du papier qu'a publié notre équipe, donc dans mon domaine, l'imagerie directe d'exoplanètes. Donc les exoplanètes, c'est les planètes qui tournent autour d'autres étoiles que la nôtre. Donc jusqu'à maintenant, en fait, la plupart sont détectées de manière indirecte, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à en faire une image directement. Donc on en a quelques-unes depuis le sol, et puis grâce à Hubble, on a réussi à imager quelques-unes de ces planètes avec ce qu'on appelle des coronographes. Donc ces coronographes, c'est des choses qui permettent de masquer l'étoile pour pouvoir observer les objets qui sont très peu brillants juste à côté de l'étoile.
Et donc il y a des coronographes sur James Webb, des coronographes qui sont bien meilleurs que ceux qu'on avait sur Webb, et qui étaient fabriqués d'ailleurs par mon équipe à l'Observatoire de Paris. Et donc grâce à ces coronographes, on a pu obtenir récemment la première image dans l'infrarouge d'une planète. Donc jusqu'à maintenant, c'est une planète qu'on connaissait, qu'on a fait. Toutes les images qui vont être faites dans les premières années, c'est des choses qu'on connaît, qu'on s'attend à trouver. Pour rentabiliser le télescope, on va commencer par chercher à l'endroit où on imagine que va se trouver des choses. Mais en fait, on sait en astronomie et plus généralement dans les sciences que quand on construit un nouveau télescope, ou par exemple au CERN, il y a dans une première partie, on va observer ce qu'on connaît. Dans une deuxième partie, on va observer ce qu'on sait qu'on ne sait pas. Donc, par exemple, une planète, mais dans une nouvelle longueur d'onde, par exemple. On sait que la planète existe, mais on l'observe d'une façon différente. Mais ce qui va être aussi très intéressant avec James Webb, c'est tout ce qu'on ne sait pas encore, qu'on ne sait pas, et donc des surprises, en fait, que va nous amener, des choses on n'a aucune idée qu'on allait trouver ça. Et ça, c'est ce qui va vraiment changer, par définition, changer nos modèles sur ce qui existe. Voilà. Et est-ce que je peux te poser quelques questions sur ce que les scientifiques actuels, là, ils espèrent voir en priorité, dans ce qu'ils savent qu'ils veulent regarder? Alors, je suis pas spécialiste de tout, parce que du coup, James Webb est un télescope qui a 4 instruments et qui peut faire, c'est de la multi-science, on peut faire quasiment toutes les sciences avec Hubble. Aujourd'hui, par exemple, il y a une photo de Mars qui a été publiée, donc c'est parmi les objets les plus proches qu'on a, mais et puis je vous ai dit aux galaxies qui sont les plus éloignées. Du coup, par exemple, je sais absolument pas à quoi c'est intéressant pour eux d'observer Mars avec James Webb. J'avoue que je ne sais pas. Mais donc sur ce que je sais, donc ce qu'on sait, qu'on s'attend, par exemple, c'est tout effectivement, et c'est quasiment ce pourquoi il a été construit, c'est les galaxies qui sont très très éloignées, donc celles dont j'ai parlé. Avec James Webb, on va en trouver énormément de ces galaxies très très éloignées, donc des galaxies très jeunes, ce qui va nous en apprendre énormément sur la jeunesse de l'univers. En fait, ça, c'est des choses. On sait que ça, c'est quasiment la raison pour laquelle il a été construit à ces fréquences-là, c'est pour pouvoir observer ces objets-là. Plus proche de mon domaine, donc les exoplanètes, on s'attend pas à en trouver des centaines de plus des exoplanètes. C'est pas vraiment pour ça qu'il a été construit. On construit d'autres missions avec l'objectif d'en trouver énormément. Là, il va pas forcément en trouver d'autres. Par contre, il va permettre de l'observer à des fréquences, d'observer les planètes qu'on connaît et ou d'en trouver peut-être quelques autres, mais surtout d'observer celles qu'on connaît dans des fréquences où on ne les a jamais vues, donc cet infrarouge moyen. Et ça va être très important pour contraindre les modèles de ces planètes. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, en fait, on sait très peu de choses sur les atmosphères d'exoplanètes. Les atmosphères d'exoplanètes, on n'en sait que ce qu'on a dans notre système solaire, parce que c'est sur là où on a le plus de données. Et pour les planètes qui sont lointains, en fait, on a quelques points qui sont avec une très mauvaise résolution, etc. Donc c'est assez difficile pour nous de comprendre quelles sont ces atmosphères d'exoplanètes. Du coup, avec ce point de données supplémentaire va nous en permettre, et en particulier dans mon domaine, c'est spécifiquement la formation planétaire, on espère quand même pas mal de ces nouveaux points de données dans l'infrarouge moyen. J'étais un peu déçue de quelque part des clichés de James Webb, parce que les images de Hubble étaient tellement belles et tellement détaillées, et tout le monde a fait tout un événement de James Webb en disant qu'on aurait des trucs complètement incroyables, et toutes les images qui passent sont un peu, t'as l'impression que c'est un peu pixelisé même pour des trucs assez proches. Aujourd'hui par exemple, il y a une image de Neptune qui est passée, qui a été diffusée sur Twitter et que j'ai regardé, et c'est vrai que ça donne un résultat où on a presque l'impression que c'est une mauvaise capture d'écran d'un fichier JPEG pixelisé, quoi. Et mais du coup, voilà, ça donne quand même des informations supplémentaires à une photo entre guillemets nette, quoi. Alors, c'est vrai que pour le système solaire, on a été très mal habitué, parce que le système solaire, ça fait depuis les années 60 qu'on envoie des trucs in situ, donc quasiment autour de ces planètes pour prendre des photos absolument incroyables. Et c'est vrai que particulière, j'ai pas vu la photo dont tu parles, mais c'est vrai que pour Saturne, on a des images absolument incroyables de la sonde Cassini. Enfin voilà, donc on a été très mal habitué. Voilà, je sais pas exactement ce qu'ils cherchent dans le système solaire avec ces images-là. Je suis pas persuadé. Je suis absolument persuadé que le système solaire est pas la science principale du tout de James Webb. Déjà parce qu'il y a ces missions en fait qui existent et qui du coup permettent de prendre des images beaucoup plus détaillées, beaucoup plus proches.
et puis d'autres informations quand t'es très proche, le champ magnétique, etc., qu'on pourra jamais faire avec James Webb. Après, pour les autres images donc de l'univers lointain, où là on peut pas y aller, donc là c'est plus la comparaison avec Hubble. C'est un peu ce que je disais au début sur la résolution, c'est-à-dire que si on observe à la même résolution, à la même fréquence que Hubble, eh ben on va avoir des choses beaucoup plus impressionnantes. En particulier, il y a une image de la nébuleuse de la Carène où on voit effectivement une amélioration de la résolution qui est très nette. Mais là encore, c'est pas là où James Webb est le plus incroyable, parce qu'il y a très peu d'instruments qui vont observer dans le proche infrarouge, visible proche infrarouge. Là où James Webb fait vraiment la différence, il a été construit comme étant complémentaire à Hubble, c'est d'observer dans des longueurs d'onde beaucoup plus élevées. Et là, comme je l'ai expliqué, la résolution, finalement, comme la résolution a augmenté en même temps que la taille du miroir, et ben du coup, on n'est pas mieux que Hubble, voire même peut-être un peu pire, ce qui donne parfois effectivement cet exemple un peu, comme tu dis, un peu pixelisé. Voilà. J'ai une anecdote sur ça. Il y avait une vidéo du Goddard Space Center, donc un des centres de la NASA, qui avait publié une jolie vidéo avec de la musique épique comme sait faire la NASA, sur toutes les images de Jupiter prises par Hubble. Et bah Hubble étant ce qu'il est, voilà, donc les images étaient d'une résolution optique donnée, parce que Hubble ne peut pas être, n'est pas plus gros qu'il n'est, enfin voilà. Et le premier commentaire sur la vidéo, c'était sérieusement, avec tout l'argent que vous avez, vous pouvez pas faire des vidéos en 4K. Donc ce n'est pas le problème de la vidéo, ce n'est pas un problème numérique, c'est simplement un problème optique. Pour avoir plus de résolution, il faut des plus grands miroirs, et des plus grands miroirs, c'est compliqué. Voilà. James Webb fait déjà la taille d'un terrain de tennis, pour vous donner une idée, c'est vraiment très gros, et c'est à peu près le maximum qu'on peut mettre dans une fusée actuellement. James Webb fait la taille d'un terrain de tennis. Oui, déployé, ouais. Ah ouais, quand même, on se rend pas compte sur les photos. D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, Johan, sur la photo qu'on a mise sur Instagram et puis que Cléora a reposté là sur la chatroom, on voit bien aussi les différences entre, par exemple, la photo de Neptune, la sonde Voyager 2, qui est du coup pas du tout la même chose, étant donné que c'est une sonde qui passe près de Neptune. On a justement une résolution qui est, je pense, très bonne et avec un certain type d'image. On voit Hubble à côté où ça a l'air effectivement un peu blurry, et puis ensuite Webb avec une image différente où là on voit les anneaux et avec le côté de la planète très brillante. C'est vrai que je vous conseille d'aller regarder cette image dans la chatroom, c'est très intéressant parce qu'on voit effectivement des choses différentes. Alors entre Hubble et Voyager, je pense qu'il n'y a pas forcément énormément il y a beaucoup d'overlap, je pense effectivement dans ce qu'on voit, voire même Voyager est sans doute peut-être plus intéressant parce que plus proche. Par contre Webb, effectivement, les anneaux, c'est bim, d'un coup ils explosent. Les anneaux de Neptune, oui c'est ça, qui sont moins connus d'ailleurs, beaucoup moins connus que les anneaux de Saturne. On les voit jamais, et du coup c'est composé de quoi? C'est comme Saturne ou? Je crois que c'est comme Saturne, ils sont moins connus, je crois qu'ils ont été découverts par... je sais pas si c'est ceux-là qui ont été découverts par... Parce que c'est vrai que sur aucune photo qu'on avait à disposition, on voyait ces anneaux-là, et du coup ils ressortent en infrarouge, c'est ça? En fait, c'est ce que j'expliquais, c'est qu'effectivement, là où observe James Webb, il a tendance à avoir des choses qui sont plus froides. Et la première chose qui est le plus froid, c'est la poussière. La poussière, c'est froid. D'accord. Donc, quand il observe une galaxie, il voit beaucoup de poussière, alors que Hubble ne voyait que des étoiles. Et pareil pour James Webb, qui voit du coup, quand il observe typiquement ces planètes-là, il voit plus les anneaux d'un coup qui ressortent que la planète. Voilà. Et alors, il y a une question qui revient souvent, Johan, aussi sur, je l'ai vu traîner pas mal sur les réseaux. Donc, on était dans le truc nanométrique. Là, on passe donc aux infrarouges, on augmente la longueur d'onde. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour un télescope micro-ondes, par exemple? Et qu'est-ce qu'on verrait? Alors, on est déjà dans micro-ondes, oui, c'est un peu plus loin encore. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on verrait? Donc, il y a déjà des missions micro, parce que quand on s'éloigne encore un peu plus, en fait, au bout d'un moment, on n'est plus gêné par l'atmosphère. Si vous êtes vraiment beaucoup plus gros que les atomes, vous êtes beaucoup moins gêné. Et du coup, là, on rentre dans le domaine radio, ce qu'on appelle le domaine radio, domaine des micro-ondes. Et là, du coup, on perd quand même pas mal d'intérêt, parce que comme on est beaucoup moins gêné par l'atmosphère et qu'on peut faire des trucs vraiment immenses sur Terre, en particulier, on a ALMA, par exemple, qui fait des très, très images incroyables. C'est un réseau de plusieurs dizaines d'antennes micrométriques dans
dans le désert d'Atacama. Du coup, je pense pas qu'on y a enfin, c'est toujours le problème en fait avec ces choses-là, c'est si vous augmentez si vous augmentez la longueur d'onde, vous diminuez la résolution, sauf qu'il faut encore plus grand pour le faire. Voilà. Mais aussi, plus vous êtes grand, moins vous êtes gêné par l'atmosphère. Parce que plus vous êtes grand, plus vous avez tendance à passer à travers l'atmosphère. Donc, par exemple, une antenne radio, elle peut non seulement pas gênée par l'atmosphère, elle n'est même pas gênée par le soleil. Elle peut observer en plein jour, ça ne change rien, quoi. Donc voilà. Donc c'est pas sans doute là où on va mettre le plus de force. Je pense que on ira sans doute pas beaucoup plus grand que je pense que James Webb en termes de peut-être arriver, ouais. Enfin là, donc James Webb observe jusqu'à 10 microns. Observer à un peu plus grand, mais je pense pas que ça sera forcément. Par contre, là où ça serait intéressant, c'est d'avoir un truc qui fait la taille de Hubble, mais dans le visible. Donc un truc qui fait 8 mètres dans le visible, là on pourrait trouver des trucs avec d'énormes détails qu'on pouvait pas faire avant. Et je sais pas si tu sais, mais j'ai un peu une question sur les matériaux qui sont utilisés pour ça, parce que quand tu regardes de loin les photos des machines, t'as un peu l'impression que ça ressemble à des trucs enrobés de papier d'alu, là. Et donc t'as dit que sur les miroirs, il y avait des genres de couvertures de survie. Pour ce refroidir. miroir, c'est le truc qui se déplace. Donc en fait, il y a alors je sais pas si vous avez une image sous les yeux. Il y a le miroir avec les segments caractéristiques là, un peu jaune. Donc ça, c'est le miroir qui a été recouvert d'or. Voilà pour être. Ah, c'est de l'or. C'est pas doré, c'est de l'or. Non, les miroirs, c'est pas de l'or massif. C'est recouvert d'or. C'est comment on appelle ça de la feuille d'or. Côté, je sais pas comment on dit, un revêtement. C'est un revêtement d'or en fait dessus pour que ce soit particulièrement bien réfléchissant. Et ce qui est en dessous, en fait, les sortes de trucs blancs là, c'est grosso merdo de la couverture de survie, en fait. Faut imaginer que c'est ça dans l'idée. C'est un truc qui est donc très fin, très peu épais, mais qui du coup permet de très bien isoler le télescope, parce qu'une couverture de survie, c'est ça, c'est un truc qui permet de toute la chaleur qu'il y a dans votre corps sort, mais se réfléchit contre la couverture et revient vers vous, donc ça isole votre corps de l'extérieur. Là, c'est à peu près le même fonctionnement, sauf que l'idée, c'est de isoler l'extérieur, donc isoler le soleil du télescope. Et donc, en fait, le soleil se trouve en permanence sous ces couvertures-là. Le télescope se place en permanence de manière à ce que le miroir ne voit jamais. Parce que, par exemple, certains internautes ont demandé pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une caméra qui puisse filmer en direct, en fait, ce qui se passerait sur le télescope. Mais en fait, ça serait pas intéressant parce qu'en fait, ce qui se passe sur le télescope, c'est absolument noir. En fait, c'est étudié pour qu'il n'y ait pas le moindre rayon de soleil qui ne parvienne jamais à cet endroit-là, pour que la partie supérieure du télescope, là où il y a le miroir, soit en permanence dans le noir le plus complet. Après, on pourrait voir peut-être avec une caméra infrarouge, etc. Enfin, voilà. Et les photons émis par ce qu'on observe avec le télescope ne chauffent pas un petit peu, mais suffisant pour que ça dérange les miroirs, ou c'est négligeable? Non, d'une manière, je suis pas totalement sûr pour ça, mais c'est vrai qu'une étoile est beaucoup moins brillant que le soleil, enfin beaucoup plus loin que le soleil. Du coup, elle a tendance à quand même beaucoup moins chauffer aussi, quoi. Je pense pas qu'on puisse se réchauffer à l'énergie stellaire très facilement. C'est loin, quoi. Ça fait loin. Peut-être un petit peu, mais je pense que ce qui est beaucoup plus gênant, c'est un problème d'inclinaison un tout petit peu. Il y a un tout petit peu de soleil qui parvient sur le miroir, et là, d'un coup, effectivement, on a des réchauffements qui pourraient être importants. Et est-ce que tu sais combien ça génère de clichés bruts comme ça, et ensuite combien sont analysés pour diffusion en proportion sur ce genre de télescope? Quel volume d'informations en fait ça peut représenter, parce que j'imagine que c'est des images qui sont toujours très grandes et très lourdes et très longues à traiter. Et alors pour diffusion publique, c'est vrai que c'est toujours un peu le truc. C'est clairement pas la majorité, l'énorme majorité en fait des images astro sont pas. En fait, l'énorme majorité de l'astro, c'est pas des images en fait, c'est des spectres. Enfin, du coup, la grande majorité des résultats astro ne sont pas faits pour être publiés, mais pas faits pour être diffusés au grand public. Mais il y a effectivement un effort, en particulier depuis Hubble. Hubble a vraiment révolutionné ça, qui est de faire pas seulement des images utiles scientifiquement, mais aussi parfois, si on peut combiner les deux, et c'est toujours bien. Et donc en particulier les grands programmes qui ont été sélectionnés au début, qui s'appellent les Early Release Science, donc ERS, d'où sont issus tous les papiers qui sortent actuellement, ont été sélectionnés pour être à la fois utiles scientifiquement, mais aussi pour produire des images
impressionnantes pour pouvoir être diffusées rapidement au grand public. Ça sera sans doute moins le cas après. Donc là, pour le moment, les images, il y a beaucoup d'images qui sortent actuellement. Il y en aura sans doute moins après. Parce que c'est pas l'objectif principal, souvent c'est des images qui sont. J'ai pas vraiment donc des observations, il y en a en continu. C'est vrai que c'est un télescope qui a l'avantage de ne pas s'arrêter, contrairement à un télescope au sol par exemple qui s'arrête pendant la journée. Lui, il est dans l'espace. D'autant plus qu'il n'est pas en orbite terrestre, il est situé un peu plus loin. Du coup, il peut se permettre de prendre des photos très fréquentes. Je crois qu'il met pas mal de temps à bouger, donc il y a ce qu'on appelle les overhead, c'est les temps en fait qui bougent entre chaque cible. Donc ça met un peu de temps et du coup là il y a effectivement un peu de perte dans ces endroits-là. Mais il observe donc en permanence, donc en permanence il y a des images, donc chaque heure il y a des images qui sortent et qui sont envoyées aux chercheurs. Voilà. Je sais pas exactement, en termes de data combien ça pèse. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de réduction à bord, contrairement à d'autres missions, par exemple comme Mars, où comme là c'est relativement près, on peut se permettre de quasiment tout renvoyer au sol. Il n'y a pas de pré-traitement pour réduire la taille des données avant envoyer, ou très peu. Et aussi, j'imagine qu'à la différence d'un télescope au sol, c'est plus difficile d'entretenir un télescope qui est en orbite dans l'espace. Du coup, c'est quoi l'espérance de vie prévue pour ce genre d'objet et qu'est-ce qu'ils en font après quand ça marche plus? Alors, c'est une très bonne question et effectivement, Hubble avait été révolutionnaire sur ça. J'en parlais beaucoup dans l'épisode que j'avais fait en 2015. Hubble, on avait envoyé on l'avait développé à peu près en même temps que la navette spatiale, avec l'idée effectivement que Hubble, on pouvait aller le réparer en orbite. À l'origine même, le télescope avait été construit avec la navette, avec l'idée que la navette pouvait redescendre avec Hubble pour qu'on puisse le réparer et puis il le remontait, etc. Enfin, bref, voilà. Et qui a beaucoup servi. Il y a eu 4 réparations sur Hubble, et Hubble était en orbite terrestre, donc il y a eu beaucoup de réparations, ça a été très utilisé. Mais la navette, du coup, s'est arrêtée en 2009. Nous n'avons plus de choses qui soient capables d'aller réparer Hubble actuellement. Il faudrait, c'est pas seulement un vaisseau spatial, il faut quelque chose qui soit capable d'accrocher Hubble pour pouvoir le manœuvrer, donc avec un grand bras qui était le bras d'Hubble, etc. Donc ça, c'était pour Hubble. Donc on n'a même plus les capacités de le faire pour Hubble, et Hubble est en orbite terrestre, donc il est beaucoup plus près. Là, James Webb, il est un peu plus loin, on l'a situé à un endroit un peu plus loin entre la Terre et la Lune, pour pouvoir, pour qu'il puisse être un peu plus loin. Donc, ce qui a des avantages, ça veut dire qu'il peut observer plus souvent, parce qu'il est plus loin de la Terre, donc il a moins d'effets il est moins éclairé par la Terre, donc ça permet de mieux se refroidir, etc., d'avoir moins de bruit dû à la Terre. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas réparable. Du coup, effectivement, pour le moment, on n'a pas de mission pour le réparer. J'avais cherché, mais je crois que finalement ça ne s'est pas fait. Il y a eu un moment des discussions pour mettre peut-être un port de réparation robotique, donc quelque chose, un truc pour se docker. Mais je crois que ça a été étudié, mais que ça ne s'est pas fait. Donc il n'y a pas donc il n'est pas réparable. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui va limiter le télescope le plus rapidement? C'est souvent ce qu'on appelle les ergols, donc c'est toutes les choses en fait qui permettent de pousser un peu qui permettent de régler la position du satellite, l'attitude du satellite, avec des toutes petites poussées. En fait, ça permet de corriger un tout petit peu. Et ça, c'est particulièrement important pour pointer le télescope dans une certaine direction, pour vérifier que les boucliers sont toujours positionnés face au Soleil, etc. Et à partir du moment où il n'y a plus d'ergol, la mission s'arrête, parce que la mission n'est plus capable de se cacher du Soleil, et elle n'est plus capable de pointer l'étoile que vous voulez, ou elle n'est plus capable de le faire avec la stabilité suffisante. Du coup, c'est ça qui fait la limitation de James Webb. L'énorme avantage, c'est que là où on a eu des très bonnes nouvelles, c'est que le lancement avec Ariane a été fait de manière une très 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 bonne orbite. Elle était exactement à l'endroit où il devait aller, ce qui fait que du coup, James Webb a dépensé très peu d'ergol pour se rendre à l'endroit où il devait aller pour observer. Ce qui a d'autant, donc ils étaient au-dessus des specs, et ce qui a du coup pas mal étendu la mission, parce que ils ont du coup assez d'ergol pour 10 ans. Voilà.
Un autre problème, effectivement, qu'on a eu, c'est des impacts de météorites qui peut-être seront plus importants que prévu. Enfin, c'est encore à étudier ça. Donc vive la France, on s'est bien visé là où on veut, quoi. Vive l'Europe. C'est pas que la France, là, Ariane. Mais oui, effectivement, c'était un grand soulagement parce que il y a eu beaucoup de ratés sur cette mission, mais en tout cas sur la partie européenne, les engagements ont été tenus de manière au-delà des specs. J'ai pas trop compris. Pour les réparations sur Hubble, ils redescendaient la Hubble sur Terre? Non, c'est ce qui avait été prévu à l'origine. Il y a eu des discussions de redescendre Hubble parce que Hubble rentrait dans la navette en fait. C'était prévu pour. C'est comme ça qu'ils l'ont amené là-haut. Et finalement, ça n'a jamais été fait. Ils ont jamais redescendu. Non, l'idée, finalement, ils avaient changé d'avis. Ils l'ont réparé en l'air. Ils l'ont réparé directement. Ils l'ont réparé 4 fois, je crois. 93, de 93 à 2004, la dernière réparation a eu lieu. Il y a eu 4 missions de service de Hubble. Et donc Hubble, lui, peut pointer un peu partout, parce que c'est un frigo, comme tu dis. Non, ça c'était James Webb qui est plutôt un frigo. Hubble est pas refroidi particulièrement. Il y a eu des trucs qui ont été refroidis sur Hubble, mais ce n'est plus le cas. Okay. Et alors, je sais pas exactement, je suis pas sûr sur tous les cryostats de Hubble. Et je crois qu'une partie était en particulier avec du liquide en plus, donc ça périme plus vite parce que c'est du liquide de refroidissement. Du coup, quand il y en a plus, c'est fini. Je suis pas sûr pour Hubble, donc il peut pointer, c'est plutôt plus compliqué pour lui de pointer que James Webb parce qu'il est toujours entre la Terre et le Soleil en fait. Sauf la nuit où il a juste la Terre, mais même la nuit il a la Terre. Et donc en fait, ça veut dire qu'il est toujours la moitié du ciel où il peut pas observer parce qu'il y a la Terre qui est sur le côté parce qu'il est en orbite proche. Donc Hubble est assez... Ça veut dire que sur une année, il peut observer partout, mais il est assez contraint. Un peu plus que James Webb qui peut observer un peu plus facilement. Il y a quelqu'un qui demande justement si Hubble regarde la Terre, elle la verrait grand comment? C'est l'auditeur qui demande ça. Pareil pour Webb. Je pense qu'elle la verrait, comme un satellite... On parle de Hubble ou de JWST là? Hubble, ouais. Les deux. Non, ouais. Alors, si James Webb regarde la Terre, pour James Webb, je sais pas. Pour Hubble, c'est un satellite de 2,4 mètres en orbite terrestre. C'est à peu près, je pense, l'équivalent des meilleurs satellites espions actuels. Donc, on pourrait peut-être pas voir un visage, mais on pourrait avoir un humain sans trop de problème. Oui, je pense avec Hubble, si on observait depuis l'espace. C'est à peu près ces résolutions-là, ouais. Pour James Webb, je sais pas ce qu'on verrait si on regardait la Terre. Je pense pas que ce sera fait du tout, parce que je pense que c'est vraiment pas très... Hubble arrive à faire une mise au point d'un objet aussi proche? Oui, ça devrait pas y avoir trop de soucis, parce que c'est très très loin de toute façon pour lui. Enfin, ça représente quand même... c'est proche, mais très loin quand même. C'est quand même des milliers de kilomètres quand même. Donc oui, il n'y a pas vraiment de raison que ça pourrait pas se faire. Je pense qu'il y a pas de raison qu'on ne puisse pas prendre en photo la Terre. À part que ça poserait sans doute tout un tas de problématiques que c'est des instruments qui sont faits pour observer des objets très très faibles. Du coup, si on commence à observer des choses extrêmement brillantes comme la Terre, il y aurait sans doute des trucs qui crameraient à l'intérieur ou ce genre de choses, quoi. Je sais pas, c'est un peu une question bizarre. Je sais pas exactement. Je pense pas qu'il y ait je pense pas qu'on verrait quelque chose en tout cas avec Hubble, de fondamentalement différent avec ce que vous voyez sur Google Street. Peut-être, avec une meilleure résolution, parce qu'on aurait une meilleure résolution qu'avec Google Street. Avec Google Photos. J'ai une autre question. Si c'est vraiment l'ergol et la propulsion qui est le facteur limitant, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas organisé juste des ports pour faire du refuel, quoi? Enfin, une station-service. Ouais, voilà. Je sais pas exactement. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont pas mis un servicing. Il faut voir aussi que c'est un satellite qui a coûté très 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 cher, qui a totalement explosé son budget, il a été annulé plusieurs fois, hein, James Webb. Hein. Il y a eu des commissions du Sénat américain qui ont dit c'est annulé. Enfin, tant pis, on arrête là les frais. Vous avez trop déconné. Ça a été remis sur le tapis quelques mois plus tard. Plusieurs fois, c'est arrivé. Donc donc ce qui a été fait certaines décisions ont été prises un peu la mort dans l'âme avec ce qui était possible actuellement. Et au moment où ils étaient faits, on n'avait pas forcément je sais pas, la robotique peut-être nécessaire pour dire on va être capable d'envoyer une rémission robotisée qui pour le faire.
c'est pas totalement impossible que ça soit fait d'ici 10 ans. Hein. La robotique évolue super vite, le spatial aussi. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui se font en spatial qui n'étaient pas imaginables il y a encore 10 ans. Donc c'est pas impossible que ça se fasse. Mais au moment où ils ont pris ces décisions-là, ils essayaient surtout de faire le moins cher et le plus rapide possible parce que ils avaient déjà éclaté le budget d'un facteur 10, quoi. Ok. Dans la chatroom, il y a Irène qui demande si on peut imaginer un piratage de Hubble ou de James Webb. Oui, on peut imaginer un piratage. Et c'est pour ça que les salles de contrôle... Moi, je bossais dans le bâtiment quand j'étais à Baltimore. Au moment où j'ai enregistré cet épisode, là, en 2015, de 2014 à 2018, j'étais dans le bâtiment où est la salle de contrôle de James Webb et ils étaient en train de la construire quand j'y étais. Et je pense qu'actuellement, maintenant, je ne serais plus autorisé à aller travailler dans ce bâtiment-là en tant qu'étranger. Enfin, peut-être je me trompe, mais ils ont clairement durci les règles de sécurité pour ces salles-là, pour éviter effectivement que ce genre de choses arrive. C'est pas inimaginable, ça serait de l'ordre de l'attaque terroriste en fait, mais et ça peut arriver d'ailleurs non seulement pour Hubble ou Webb, mais aussi pour les rovers martiens. On pourrait imaginer d'arriver et d'envoyer un virus sur Mars pour planter le rover. C'est des choses qui sont tout à fait concevables et prises très au sérieux dans les salles de contrôle. Donc il y a des vérifications, il y a plusieurs barrières qui sont mises pour éviter qu'une personne mal intentionnée se retrouve dans la salle de contrôle. Et toi, quand t'étais au JPL, Johan, je crois que tu m'avais raconté que effectivement ils font toute une clearance sur toi d'abord pour voir si t'as le droit d'y travailler et t'as pas le droit d'aller partout et dans toutes les réunions, c'est ça? D'une manière générale, donc le Space Telescope est plus cool, donc la Baltimore est beaucoup plus cool que la NASA parce qu'il n'y a pas de militaires au Space Telescope, c'est juste Hubble et Webb, et du coup ça règle, c'est quand même plus agréable. JPL a aussi toute une partie qu'on appelle le Dark JPL qui est du militaire en fait, hein, et du coup là effectivement faut pas poser de questions quand on est étranger, il y a des choses qui sont vraiment pas du tout à être connu, et les interfaces sont toujours compliquées dans le spatial. Qu'est-ce qui est militaire, qu'est-ce qui est civil, ça peut toujours être un peu compliqué sur certaines missions. Il y a des technologies qui font des allers-retours entre les deux, etc., etc. Donc c'est pas simple effectivement quand on travaille pas dans son pays pour faire du spatial et même du spatial scientifique, c'est pas toujours simple. Et effectivement, il y avait des salles des réunions auxquelles je n'avais pas le droit d'être, des bâtiments où il fallait que je sois escorté, voilà. Mais ce qui arrivait moins au Space Telescope, ouais. Bon, Space Telescope c'était un peu plus cool. Peut-être que c'est devenu plus difficile maintenant, je sais pas. Très bien. Y a-t-il encore des questions? Ici ou dans la chatroom? Donc, si personne n'a rien à rajouter, je propose que Johan, tu nous sortes ta citation que tu as trouvée pour l'épisode. Et juste pour cet épisode. Et juste pour cet épisode, t'es allé vérifier? Alors, c'est une citation de Jean Giono. Et peut-être que je l'ai déjà sorti parce que c'est une citation que j'aime beaucoup et qui dit quand les mystères sont très malins, ils se cachent dans la lumière. C'est vraiment une citation d'astronome, ça. Oui, enfin je pense que du coup c'est pas la façon dont Jean Giono la comprend, je pense qu'il la voit un peu en mode qu'il se cache en pleine lumière, mais je pense que l'astronome les comprend dans la lumière, physiquement dans la lumière en fait. Voilà, donc j'aime bien. alors en fait, il semblerait que ce soit la 3e fois qu'elle a utilisé cette citation dans pas de question. 3 fois déjà, putain, et c'est à chaque fois moi qui l'ai sorti, j'imagine. Non, je ne crois pas. A priori, l'épisode 421 sur la polarisation. Oui, c'est moi ça. Et j'ai un autre résultat qui daterait de 2020. Ah oui, 3 fois en 2 ans en plus, bravo. Voilà, même les auditeurs de la chatroom se souviennent que tu l'as déjà faite, c'est vraiment... Non, ça doit être le... Ah, le même, oui, parce que ça, sur polarisation, ça doit être 2020, oui. Donc, je l'avais déjà sorti une fois, c'est bon. Bon, après, voilà, les auditeurs nous pardonneront, au bout de 476 épisodes, c'est difficile de trouver des citations originales, parce que des gens qui disent des trucs intelligents, il y en a quand même pas tant que ça. Très bien, surtout qu'il s'est pas mal auto-cité dans cet épisode-là. Donc, exactement.
Merci beaucoup, Joanne, pour ce dossier. C'était vraiment super intéressant. J'espère que les auditeurs ont apprécié. À défaut d'avoir des étoiles dans les yeux, on espère que vous en avez plein les oreilles à la fin de cet épisode. Merci à vous pour votre écoute régulière et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. En attendant que servir la science soit votre joie.